Ils refont la France sur RTL. Buenos días. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir et bienvenue dans Ils refont la France. Pardon Alberto, je vous ai réveillé. Comme chaque vendredi soir, retour sur l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère. C'est un peu la France dans leurs yeux. Et ce soir... Buenas tardes, Juan José Dorado, periodista español. Buonasera, Alberto Toscano, giornalista italiano perfettamente sveglio. Sveglio, sì. Guten Abend, ich bin auch wach. Mein Name ist Leo Klim, ich bin deutscher Journalist. Good evening, I'm Laura Marlowe, the France correspondent for the Irish Times of Dublin. Thank you very much indeed. À la une ce soir, Ocean Viking, de l'humanité et du cœur, oui, mais chez les autres. La droite, l'extrême droite même, peut-elle arriver au pouvoir en France? Tenue correcte exigée à l'Assemblée nationale. Et puis mondiale, 61% des Français pour le boycott. C'est parti. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. C'était à l'Italie de désigner immédiatement un port sûr pour accueillir ce bateau. Face à cette situation, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Gérald Darmanin hier, c'est donc la fin de 3 semaines d'errance pour le bateau Ocean Viking avec à son bord 234 personnes dont 57 enfants. Rappelons ce que prévoit le droit maritime. L'État côtier le plus proche a la responsabilité de trouver un port de débarquement quand un navire est en détresse. Et rappelons que par ailleurs, depuis juin 2022, un système de relocalisation a été mis en place pour soulager les pays de première ligne face à l'afflux des migrants, c'est-à-dire l'Italie, la Grèce, Malte, Chypre et l'Espagne aussi. Ce mécanisme prévoit qu'une douzaine d'États membres, dont la France, dont l'Allemagne, Léo, accueillent un quota de ces personnes. Mais pour l'instant, sur les 85-90 000, on n'a pas les mêmes chiffres de personnes qui sont arrivées en Italie cette année. 117 migrants seulement ont été relocalisés. Alors la décision de la France suscite de vives tensions avec l'Italie. Alberto Toscano, est-ce que vous comprenez le gouvernement italien ? Je comprends tout d'abord ma propre tristesse d'Italien qui vit en France de voir cette polémique vraiment où personne n'a vraiment complètement raison. Non, je comprends pas l'attitude du gouvernement italien. En même temps, vous venez de dire que la loi de la mer impose de donner la possibilité d'un débarquement dans un port sûr, le plus proche, c'était Malte, non? Entre la Libye et l'Italie, c'était Malte. Malte a dit non, l'Italie a dit non à ce bateau, elle a accepté d'autres bateaux. Après... Rappelons que l'Italie a déjà accepté le Rise Above, le Geo Barents et le Humanity One il y a qu'elle a fait attendre injustement pendant plusieurs jours, mais quand même, elle les a acceptés. Non, et vous venez de le dire, il y a un accord, le reproche que M. Darmanin a fait de façon d'ailleurs assez violente à l'Italie, et de ne pas avoir respecté cet accord européen. Il a raison, l'Italie n'a pas respecté. Mais en même temps, la France, qu'est-ce qu'elle a fait pour le respecter? 90 000 migrants arrivés cette année en Italie, une centaine de migrants. 117, voilà, qui ont pu arriver en France. Qui plus est, ce bateau arrive en France au port de Toulon, et la première déclaration faite par la porte-parole de M. Darmanin est ceux qui n'ont pas vocation de rester en France, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le titre pour être des réfugiés, ils seront ramenés dans les pays d'origine. Vous vous rendez compte? Et ils disent avoir du cœur, ils disent avoir un esprit humanitaire et généreux. Ils veulent les ramener dans les pays d'origine après qu'ils ont traversé la Méditerranée de cette façon. Et je termine, si vous permettez, en disant, quand même, dire comme M. Darmanin a fait, que la France va renforcer la frontière avec l'Italie, qu'est-ce que ça veut dire? Que la France ne respecte pas Schengen, mais Schengen est un traité. Ceux qui ne respectent pas un traité reprochent les autres de ne pas respecter des traités. Non, vraiment, dans ce contexte, personne a tout à fait raison.
Juan José Dorado, c'est l'échec de l'Europe, en fait, cette nouvelle affaire de bateau errant. Oui, c'est certainement l'échec de l'Europe, mais ce n'est pas du tout la première fois qu'on assiste à ça. Je me pose la question, où était Malte, où était l'Italie, où était la France en juin 2018 avec l'Aquarius? Parce que oui, mais la France n'a pas ouvert non plus ses ports. Marseille était candidate, la Corse était candidate. Il y avait plus de 650 personnes à l'intérieur de ce bateau. Il a fallu qu'il aille du côté des Valence en Espagne parce que personne n'en voulait. Donc on n'est pas du tout au premier coup d'essai. Et puis c'est vrai qu'il y a du cynisme du côté italien, mais il y a du cynisme énorme du côté de la France. Il y a l'exemple de l'Aquarius, mais il n'y a pas que ça. Elle fait quoi la France à Calais avec les immigrés qui essayent d'aller du côté de l'Angleterre? Léo Klim, vous avez absorbé, si j'ose dire, 1 million. La chancelière Merkel avait dit Wir schaffen das. L'assimilation, l'intégration de ces personnes c'est quoi le résultat? Ça, vous faites allusion aux millions de 2015, sous Merkel, mais on parle très peu du million d'Ukrainiens qui sont arrivés depuis février en Allemagne. L'Allemagne est constamment en train d'absorber beaucoup de réfugiés, effectivement, et c'est assez peu mis en scène de la manière à laquelle on assiste maintenant avec le bateau. Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a du cynisme des deux côtés, italien et français. Dans cette affaire, et qui a même une hypocrisie française, parce que la France, à Calais, je suis allé voir à plusieurs reprises, ne fait rien d'autre que ce que fait l'Italie, c'est-à-dire elle ferme pas vraiment. Elle garde pas vraiment ses côtes. Oui, mais les Anglais nous payent très avec des lance-pierres. Les Anglais payent les barbelés, les caméras, les systèmes de vidéosurveillance, voilà, et peut-être pas suffisamment. Mais en tout cas, je veux dire que moi, je suis allé regarder. Je trouve pas ça très convaincant la façon dont la France garde ses côtes pour remplir ce contrat avec la Grande-Bretagne. Je ne dirais pas que c'est un bon contrat, mais quelque part, c'est un peu le même mécanisme. C'est-à-dire, on passe le migrant, le réfugié dont on ne veut pas, au prochain, et on le laisse aller là où il veut aller. Voilà, et Giorgia Meloni a fait ça. J'avais une question pour vous, Léo. Quand donc 1 million de personnes est arrivé en Allemagne, est-ce que des villes comme Berlin, est-ce que vous pouviez voir le même tableau qu'à Paris, ce que vous voyez à Paris, là, en ce moment, carrément des campements autour de la porte d'Aubervilliers, etc. Enfin, je ne sais pas si vous avez... c'est effroyable, des conditions de vie qui sont épouvantables quand même. Il y a eu ça en Allemagne aussi? Non, les Allemands n'aiment pas le désordre, comme c'est connu. Ils vont tout faire. Oui, je trouve ça assez choquant, mais excusez-moi de le dire, ça fait partie inofficiellement de la politique française vis-à-vis des réfugiés. De laisser pourrir la situation. Et on peut le voir à Calais très bien. Lara Marleau, est-ce que ça ne veut pas dire que la gestion européenne, en réalité, de ce problème migratoire est catastrophique, au fond? Absolument. Il faut un mécanisme de répartition pérenne. Ça, c'est urgent. Et on en parle depuis le début du mandat de Macron, depuis son premier mandat, depuis 2017. Il faut aussi réformer les règlements de Dublin. Qui sont nommés. Ce que c'est-à-dire que quand on arrive, c'est le premier pays où on a foulé le sol, dans lequel on peut déposer sa demande. Et donc, ça met un fardeau hors norme sur l'Italie, sur les pays où ces réfugiés... Chypre, Malte, la Grèce. Voilà, les pays du Méditerranéen, du contour méditerranéen. Voilà, donc il faut réformer ça. Mais on a l'impression que rien n'avance. Je constate que l'Irlande fait partie des 9 pays qui vont recevoir les réfugiés et les migrants du Ocean Viking. Et l'Irlande est très généreuse parce que c'est un pays d'émigrés. Il y a quelque chose comme 20 fois plus d'Irlandais à l'extérieur de l'Irlande qu'à l'intérieur, depuis la grande famine du 19e siècle. Mais là, ils ont déjà reçu 50 000 Ukrainiens. Ils n'ont plus de logement, ils sont saturés. C'est 1% de plus de la population. Et on va faire une petite pause parce que ça a des impacts, tout ça, dans les politiques locales. Et c'est de ça dont on va peut-être parler là tout de suite. La droite dure, l'extrême droite même, peut-elle arriver au pouvoir en France en 2027? Pourquoi pas, Lara? Tout de suite sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France
avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et oui, avec moi Lara Marlowe, correspondante en France du Irish Times, Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien, Juan José Dorado, correspondant pour la presse espagnole, et Léo Klim, correspondant du Der Spiegel. Avec 85% des voix, Jordan Bardella est devenu le nouveau président du Rassemblement national. On l'écoute. Moi, je pense que quand on a la légitimité, la popularité, la notoriété de Marine Le Pen, qu'on faisait 17% des voix il y a 10 ans et qu'on fait aujourd'hui quasiment un électeur sur deux à l'élection présidentielle, 42%. Pour moi, sa candidature en 2027 relève de l'évidence, mais je ne parle pas à sa place, mais en tout cas, à titre personnel, je la souhaite. Alors, objectif 2027, Lara Marlowe, vous avez consacré un long papier du Irish Times, Irish même, à ce sujet. Mais vous pensez plutôt à Jordan Bardella. Expliquez-nous. Non, je ne pense pas qu'il soit candidat déjà en 27. Parce qu'il a 27 ans, cela dit. Oui, il a 27 ans, donc il aurait 32 ans, ce qui en ferait... Enfin, il serait trop jeune. Mais si jamais Marine Le Pen se désistait, je crois que c'est évidemment le candidat de rechange. Je pense qu'ils feront un ticket, elle présidente et lui Premier ministre. Et je pense qu'il pourrait attirer un électorat très au-delà de l'électorat traditionnel de l'extrême droite en France. Alors, vous donnez d'ailleurs l'exemple de l'Océan Viking, de ce qui s'est passé à l'Assemblée aussi nationale la semaine dernière avec les insultes qui ont fusé, enfin les accusations de racisme, etc. C'est le contexte en France qui vous paraît particulièrement propice à ce déploiement d'une droite très dure? Le contexte, mais aussi le fait que Emmanuel Macron n'a pas de successeur évident. Pourtant, ça se bastonne entre Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Tout à fait, mais la droite va s'entre-déchirer, comme d'habitude. Et je trouve que Bardella, il a un charisme, il a une façon de dire des choses affreuses, mais de façon très acceptable, qui passe. Et on remarque même pas. Et on commence à se demander, est-ce que j'ai eu tort? Est-ce qu'il faut pardonner au Front National tous les excès du passé, etc. La même question se pose en Irlande pour le Sinn Féin, d'ailleurs. Est-ce qu'on oublie le soutien pour les bombes et les attentats et on met une croix dessus et on recommence à zéro ou pas? Alberto Toscano, en Italie, l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Oui. Pour faire le lien avec le sujet précédent, est-ce que vous pensez que la crise migratoire est un des... a permis l'accession de Giorgia Meloni au pouvoir? Sans aucun doute. Que ça pourrait expliquer la montée du Rassemblement national peu à peu en France? Les situations sont un peu différentes. Mais dans le cas de l'Italie, la question migratoire n'est pas une question arithmétique. L'Italie est un pays de 60 millions de personnes qui peut parfaitement intégrer 100 000 migrants par an. Parfaitement. Et c'est une question psychologique. La perception de l'opinion publique est que l'Italie est abandonnée par les autres Européens. C'est un complexe italien. Celui d'être considéré comme les derniers de la classe européenne, la dernière des puissances, la puissance humiliée par les autres grandes puissances européennes. Ça, c'est pas vrai. Dans le sens que les autres, chacun fait son jeu, et c'est vrai que l'Italie est laissée seule. Mais ce n'est pas vrai qu'il faut diaboliser les autres comme certains Italiens perçoivent et font. Et l'extrême droite italienne, que ce soit la Ligue de Matteo Salvini ou le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, joue sur cet élément. Et c'est-à-dire sur cette méfiance vis-à-vis des autres Européens et sur cette idée que l'Italie est humiliée par les autres. Cet élément a contribué à la victoire de Giorgia Meloni aux élections législatives du 25 septembre, avec évidemment
le fait que Giorgia Meloni était le seul parti à l'opposition du gouvernement de Mario Draghi, et elle a bénéficié du fait d'être à l'opposition pendant toute la législature précédente. Oui, mais si vous prenez le premier de la classe, c'est-à-dire l'Allemagne, c'est-à-dire Léo Klim, ici présent sur notre plateau... qui est aussi le plus jeune. Qui est aussi le plus jeune. Et Léo... Et disons le plus beau. Arrêtez, c'est terrible. L'AfD a monté aussi en Allemagne après 2015, après que Giorgia Meloni, que la chancelière Merkel a ouvert les portes de l'Allemagne à la migration. Oui, alors l'Alternative für Deutschland, l'AfD, a existé auparavant déjà, mais était un parti plutôt de gens très conservateurs et anti-euro surtout. Qui voulait retrouver le Deutschmark en fait. Et ensuite, ça a complètement changé effectivement avec cette crise migratoire. Ils se sont mis sur les sujets migratoires, d'immigration. Et ils sont beaucoup focalisés encore sur ces questions d'immigration et donc questions d'identité qui vont avec. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella est déjà beaucoup plus loin dans son développement, on peut dire, parce que ça fait longtemps qu'ils ont élargi les sujets, qui sont plus fixés sur les questions migratoires, et que voilà, Marine Le Pen, elle a fait sa campagne avec beaucoup de succès, sa campagne électorale cette année, sur les sujets sociaux et économiques. Donc le Rassemblement national devient une espèce de grand rassemblement des gens qui se sentent à la traîne, qui se sentent menacés, précarisés. Ça, c'est le grand sujet. Et la question migratoire et identitaire vient se mêler à ça, mais n'est plus en fait la première préoccupation d'ailleurs des Français. Quand on voit dans les sondages électoraux et dans les sondages de l'électorat du Rassemblement national. Et c'est cet élargissement-là de l'électorat qui donne toutes ses chances effectivement à Marine Le Pen pour 2027. Mais moi, je pense que si elle accède à l'Élysée, pour autant, je ne pense pas qu'elle pourrait avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'on est parti pour 10 ans au moins où le président n'aura pas de majorité. De bazar en fait. Juan José Dorado, en Europe, depuis ces dernières années, on a vu le Brexit, on a vu les partis nationalistes gagner en Europe centrale, en Europe orientale, accéder au pouvoir en Suède, en Italie. Mais la France, elle a voté 2 fois pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle fait preuve d'originalité? Est-ce que ça peut continuer comme ça? Ça ne va pas continuer comme ça, elle ne fait pas preuve d'originalité, parce que là, on est en train de supposer que l'extrême droite est toute nouvelle en France. Peut-être qu'on a oublié qu'en 85, elle est entrée dans l'Assemblée nationale. Bien sûr. 85, il n'y avait pas d'extrême droite forte, ni en Italie, ni en Espagne, ni au Portugal, ni en Allemagne. Il n'y en avait pas. Elle était en France. Aujourd'hui, depuis 30 ans, l'extrême droite, le pays où elle est le plus forte, est en France. Et on l'a vu, elle est arrivée à 2 reprises. Non, mais le système électoral est complètement différent qu'en France. En France, vous avez le système majoritaire, ce qui a préservé justement que l'extrême droite arrive au pouvoir, mais avec le système électoral espagnol ou italien, elle serait déjà en France au pouvoir. Donc, elle est en Espagne, entre guillemets, puisque dans certaines régions, elle a déjà des ministres, et dans d'autres régions, c'est elle qui soutient le gouvernement en place conservateur. Donc non, ça va arriver, peut-être effectivement, parce que vous savez, ce système électoral très particulier, majoritaire, vous êtes préservé, mais dans 15 ans, 20 ans, elle sera là, parce qu'elle est déjà là. Une pause et un rappel à l'ordre. Je vous rappelle que le respect qui est dû, c'est une question de respect à nos débats et à notre Assemblée implique une tenue correcte. Eh oui, c'est un président de séance à l'Assemblée qui nous rappelle la règle. Est-ce que la cravate fait le député? Justement, en parlant de Marine Le Pen et du Rassemblement national, on en parle juste après ça. RTL, ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Hey, salut Fred! Alors, ces vacances? Tout simplement phénoménal. Il y avait rien que la ville, c'était. Et puis cette nature, ces paysages sublimes. J'ai même goûté ce plat typique, mais incroyablement délicieux. L'accueil était vraiment au top. Il y a comme ça des endroits qu'il faut avoir vus de ses propres yeux. Consultez nos offres pour vivre des moments inoubliables et envolez-vous avec Lufthansa vers de nombreuses destinations dans le monde. Par exemple, Bangkok ou Los Angeles. Dites oui au monde. Lufthansa. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton.
Et ceux qui refont la France avec moi, c'est Lara Marlowe, Alberto Toscano, Juan José Dorado et Léo Klim. Tenue correcte exigée donc à la demande du questeur Éric Ciotti après quelques débats enflammés. Le bureau de l'Assemblée a donc apporté des modifications au règlement de l'Assemblée nationale. Mais avant d'en parler, retour sur quelques grands moments mode à l'Assemblée nationale. Occasion pour les députés de chahuter pendant un court instant le ministre de la Culture, M. Jack Lang, dont le costume original avait, semble-t-il, choqué quelques-uns. Monsieur le Président. Allez, écoutez. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Alors, la veste Colmao de Jack Lang, la robe à fleurs de Cécile Duflot, le gilet jaune de Jean Lassalle, de grands moments mode donc. Depuis cette semaine, les députés français doivent être en adéquation avec la solennité des lieux. Pas de short, pas de bermuda, veste obligatoire pour les hommes et cravate pas obligatoire mais recommandée. Alors Lara, à l'Assemblée, l'habit fait le moine et la veste le député, c'est ça? C'est un peu, on se demande quand même, franchement, est-ce qu'ils n'ont pas mieux à faire? Mais bon. Oh, écoutez, c'est pas comme s'il y avait une inflation galopante, un problème migratoire. Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu le même phénomène en Irlande au même moment. C'est en 2017 que ça a commencé à partir en vrille, au moment où la France insoumise est entrée à l'Assemblée en France. Et en Irlande, des députés indépendants, mais plutôt de gauche, qui ressemblent en quelque sorte à la France insoumise. Ouais. Et vous avez par exemple le député Mick Wallace, qui est connu pour ses t-shirts rose vif, sa chevelure blanche abondante. Oui, on dirait le savant fou de Retour vers le futur. Là. Il a exactement, c'est ça. Ouais. Et puis ses copains qui sont en jean, en blouson. Et puis un député, Jackie Healy-Rae, qui porte toujours une casquette irlandaise. Et ça a choqué quelques-uns. Donc, ils ont passé un règlement. Vous aussi, vous voyez, vous réglementez aussi en Irlande. Eh oui. Ouais, et il y a eu la même réponse. D'ailleurs, on a eu une lettre à l'Irish Times qui disait le règlement exige un habillement digne. Mais vu les débats dans la Chambre, il ne devrait pas s'habiller du tout. C'est pas mal. Et alors, vous aviez une autre photo d'un congressman. C'est un sénateur américain. Ben Nighthorse Campbell, d'origine indienne, qui a fait un discours. Un jour, il est arrivé d'un événement tribal. Et il n'a pas eu le temps de se changer. Et il a fait un discours avec sa coiffe en plumes d'Indien américain tribal. Mais il a dû avoir une dérogation pour le faire. Ça a été voté par ses collègues. Ouais. Léo, vous disiez que le Rassemblement national, pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, le Rassemblement national avait élargi sa base électorale. Est-ce que vous pensez que l'opération cravate, c'est-à-dire 89 députés en cravate de Marine Le Pen depuis la dernière... Les hommes, en tout cas. Oui, enfin les hommes, oui. Fait partie de ce processus de normalisation de ce parti, du parti. Ça fait en tout cas... partie d'un processus c'est pour se fondre dans les conventions de la politique française, très clairement. C'est la même chose en Allemagne ? Alors en Allemagne, il n'y a rien qui est stipulé sur les tenues vestimentaires. Il y a juste une phrase dans le règlement du Bundestag qui dit qu'il faut préserver la dignité du lieu. Et ensuite, ça reste à interprétation. Il y a eu des conflits autour des tenues. Il y a eu des présidents de Bundestag qui ont exigé de leur vice-président d'avoir la cravate, ceux-là répondant qu'ils n'en possédaient pas, quand ils étaient par exemple écologistes, ils ont eu en cadeau des cravates. Voilà, il y a eu ces scènes-là. Mais c'est très français le fait de légiférer. Oui, d'aller dans ce détail. Alors en gros, l'Assemblée nationale, d'un côté, il y a deux pôles, doit être le reflet de la société, et les Français en grande partie ne mettent pas de cravate au quotidien. D'un autre côté, elle doit être aussi... C'est un lieu un peu sacré de la démocratie française. Voilà. Et moi, je pense que le curseur est mis beaucoup trop sur le formalisme. Mais je vais vous faire une confidence. La France est un pays très conservateur. Et je me souviens avoir interrogé Emmanuel Macron à ce sujet de la cravate.
juste avant qu'il soit président de la République. Je lui ai dit, mais vous êtes jeune, vous pourriez incarner plus de dynamisme, parfois vous pourriez laisser de côté la cravate. Ce serait bon pour votre image. Et il répond, pas du tout. Les Français, la cravate est un élément statutaire et les Français attendent cela de quelqu'un qui se présente au scrutin il suprême. Il porte col relais quand même. Mais là, c'est parce qu'on a des problèmes d'énergie, Lara. Au Parlement italien, Alberto, au Parlement italien, il y a des fonctionnaires qui ont plus ou moins la mesure de chaque député et sénateur et qui ont toujours des cravates et des vestes prêtes pour leur donner en cas d'urgence. C'est une obligation ? C'est une obligation, pas la cravate, la veste. Il y a une légère différence entre la Chambre et le Sénat. Le Sénat est un peu plus austère. Mais la veste est obligatoire. Et sur la cravate, ça se discute. Il y a eu des exceptions, mais c'est la norme. Et de toute façon, si on arrive sans la veste, il y a un fonctionnaire qui arrive avec une veste de retraite. Et il y a toujours le risque que le député rentre chez lui avec la veste payée par les contribuables. Alors, et Franck Rosé ? Nous, on est plutôt allemand. Alors, nous, on ne parle pas des dignités, on parle des bons sens. Alors, le règlement espagnol parle des bons sens. Donc, la seule chose qui est interdite, c'est que vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée espagnole en bermudas. Ça, par contre, c'est interdit. Ah, oui. Donc, pas les bermudas n'est pas du tout permis, ni les t-shirts. Mais pour le reste, la cravate n'est pas obligatoire, la veste n'est pas obligatoire. Et nous avons eu Pablo Iglesias, le vice-président du gouvernement, jusqu'à il y a quelques mois, qui donc, dans la tribune des orateurs, parlait sans veste et en chemise, et sans cravate. Donc ça, c'est tout à fait permis, ou avec un pull. Donc, comme quoi, effectivement, l'habit ne fait pas le moine et la cravate ne fait pas le député. Et on ne réglemente pas pour les femmes non plus. Léo ? Oui, je voulais juste ajouter une observation. On a entendu l'extrait avec Cécile Duflot qui se fait siffler pour sa robe à fleurs. Et on s'est offusqué à juste titre à l'époque de ce machisme qui transpirait de ça. Oui. Maintenant, on fait un règlement à l'Assemblée nationale où la cravate est fortement recommandée, c'est-à-dire un symbole on ne peut plus masculiniste et un habit complètement superflu par ailleurs. C'est ce que disait Clémentine Autain dans On refait le monde sur RTL hier soir, exactement. Alors qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Une petite pause et dans un instant, mais qui va donc regarder la Coupe du Monde, hein, Alberto ? Qui va regarder la Coupe du Monde ? Le Qatar. Hein ? Allez, à tout de suite sur RTL. Jusqu'à 20h, ils refont la France avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h, Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Toscano, Juan José Dorado, Léo Klim et Maître Gims, évidemment, Gims, qui a malheur n'arrivant jamais seul, qui s'occupe de l'hymne du Qatar. Alors, plus d'un Français sur deux ne regardera pas la Coupe du Monde selon le dernier sondage IFOP. Et chez vous, Alberto ? Je pense qu'à la fin, beaucoup d'Italiens regarderont ce match. Même si, évidemment, l'Italie, ayant choisi de ne pas être présente à cette Coupe du Monde, fait baisser un peu les écoutes dans le pays. Mais enfin... On y est. D'ailleurs, nous avons connu la liste des 26 Espagnols aujourd'hui. Hein. Bon. On l'a connue aujourd'hui. Et donc, on y sera forcément, puisque nous, on va arriver jusqu'à la finale. Donc, on va suivre tous les matchs. Hein. Alors, on va accueillir Cassandre Jadin pour parler de tout ça. Le chiffre de la semaine. Alors, bonsoir Cassandre. Et ça va ? Ça va et vous ? Oui, très bien, merci. Le mondial, c'est des chiffres hallucinants et des polémiques, Cassandre. Oui, alors rapidement Anaïs, parce que vous en avez déjà beaucoup parlé sur RTL, mais l'organisation de cette Coupe du Monde, c'est 6750 travailleurs immigrés morts entre 2011 et 2020 et des stades climatisés à 16 degrés alors qu'il fera jusqu'à 40 dehors. Oui, alors scandale humanitaire, écologique, mais aussi des enjeux sociétaux, Cassandre.
interdiction d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Ça, c'est emmerdant pour les footballeurs, pardon, mais... Pardon. C'est la loi et elle s'appliquera à tout le monde, pas qu'aux footballeurs, les supporters également et le staff aussi. Personne n'y échappera sous peine d'une sanction allant jusqu'à 7 ans de prison. Alors, 7 ans de prison? Jusqu'à 7 ans. Sans sexe. Oui, c'est ça. C'est ça. Autre sujet brûlant, l'homosexualité. Alors, je cite, un dommage mental, selon l'ambassadeur qatari du mondial, de quoi faire bondir les associations de défense LGBT. L'Émirat persécute, emprisonne et torture les personnes LGBTQI+, sont-elles rappelées dans une tribune. Mais les instances du foot réagissent? Je vais vous donner 2 exemples révélateurs, Anaïs. Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, a annoncé qu'il porterait un brassard à bandes colorées, symbole d'inclusion et de lutte contre les discriminations. Mais Noël Le Graët, le patron de la Fédération française de football, a réagi derrière en disant, je cite, « J'aime autant qu'il ne le fasse pas ». Autre exemple avec l'équipe du Danemark, la FIFA lui a interdit de jouer avec un maillot pro-droits humains. Et alors, avec toutes ces polémiques, l'Émirat tente de se racheter? Oui, au sens propre. Voyage d'une semaine tout frais payé, des billets pour des courses de chameaux. 300 000 € de cadeaux auraient été distribués à certains élus britanniques, selon le Guardian. Mais ils ne sont pas les seuls à être chouchoutés, vous pensez bien. Payer pour redorer son image, c'est la stratégie des Qataris. Merci beaucoup, Cassandre Janin. Léo, ça va regarder le football, le mondial en Allemagne? Il y a des polémiques aussi chez vous? Absolument, oui. Il y a eu beaucoup de banderoles dans les stades allemands appelant au boycott, mais à vrai dire, avec tout ce qu'on a résumé là, c'est très lourd quand même. Oui. Il y a beaucoup de raisons. Il n'y a peut-être même pas besoin de boycotter, c'est juste qu'on n'a pas très envie en fait. Ça a beaucoup enlevé de la magie du foot et du mondial, toutes ces affaires. Et c'est vous dire, 29% pour le dernier sondage pour RTL, 29% des personnes, je crois, pensent que l'équipe de France va gagner. Donc ça fait pas BZF. Lara, comment ça se passe en Irlande, en Angleterre? Les gens, il y a beaucoup de polémiques aussi autour de ce mondial. Oui, un peu quand même. Ouais. Mais les gens, ils sont très fouteux. Ah oui, ils vont regarder. Mais moi, personnellement, je pense que ce serait plus efficace d'arrêter de vendre des armes. Rafale. Alors on ouvrira ce débat dans une prochaine émission. Merci infiniment à tous les 4 d'être venus refaire la France avec nous. Buonasera. Comment on dit bonsoir? Guten Abend. Ah oui, guten Abend. Alors, Ils refont la France revient bien sûr vendredi prochain, même heure, 19h sur RTL. Vous pouvez retrouver l'émission sur l'appli ou sur le site rtl.fr. Vous passez un très bon week-end sur RTL. Dans un instant, RTL Foot avec Eric Silvestro et toute l'équipe. Mais juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Nathan Bocard. RTL, ils refont la France. Avec Anaïs Bouton.